C'est bon, vous me voyez en mode diapo. Donc, on va démarrer donc le cours. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Vous êtes en face donc, de mon écran donc, que je viens de partager. On va faire des rappels sur le cours donc, de calcul de fondation avant d'arriver peut-être aux méthodes de calcul. Alors, je vais commencer le cours à donner donc, par donner essentiellement le plan de présentation. Donc, c'est deux grandes parties, ce qu'on appelle les fondations superficielles et les fondations profondes. On avait introduit les fondations superficielles. Et justement, on avait commencé par définir les éléments de la structure porteuse. Quand j'avais une structure porteuse, j'avais divisé ça en deux grandes parties. Ce qu'on appelle l'infrastructure, l'infrastructure qui est constituée par le sol, les semelles, le soubassement, le dallage, voilà, tout ce qui est réseau, enterré, donc qui constitue l'infrastructure. Donc ici, c'est ça qui va nous concerner essentiellement dans le cours donc, de fondation. Évidemment, il y a la superstructure qui est constituée par les murs, les plafonds, la charpente, la couverture, etc. et qui va considérer un autre type de calcul de structure. Donc, nous sommes là dans ce qu'on appelle les fondations. C'est cette partie-là qui va nous intéresser et on va parler donc de sol de fondation. Alors, le rôle des fondations, on en avait discuté au début, donc c'est de transférer au terrain donc, les charges qui descendent des constructions. Donc ça, on le sait déjà, que ce soit les forces, que ce soit les moments, des charges qui vont être appliquées sur des surfaces de contact et sur des surfaces de contact qui peuvent avoir plusieurs formes, on le verra. Ça peut avoir une forme rectangulaire, une forme circulaire, etc. Donc, en fonction donc, de la surface, donc de la forme de la surface de contact, on va définir plusieurs types de fondations. Alors, les charges vont être équilibrées forcément par la réaction du massif de sol ou bien de la roche, parce que la fondation peut se faire en massif rocheux. Donc, cette réaction est associée à une déformation, forcément, donc, qui dépend de la déformabilité donc, du terrain, de la résistance donc, du terrain face à ces charges-là. Donc, voilà, justement, d'ailleurs, on dit que les fondations sont conçues et dimensionnées pour limiter les déformations donc, de la construction, évidemment, à des valeurs admissibles. Donc, je vais montrer ici un terrain, un exemple donc, de site qui est là, avec la surface qui est là. Ce site, il est constitué en bas donc, de plusieurs couches, que vous voyez, superposées qui sont là. Par exemple, ça, c'est une couche de remblai, par exemple, la première couche en haut, ça, c'est une couche de limon, une couche de gravier. En bas, vous avez de l'argile. En bas, ici, vous avez donc la roche, par exemple. Alors, dans ce terrain aussi, vous avez le niveau de la nappe phréatique qui est là, qui affleure. Donc, vous voyez, ce schéma ça montre l'hétérogénéité d'un terrain. Quand vous devez construire un ouvrage sur un site, il faut savoir que c'est une zone qui est qui peut être très hétérogène. Évidemment, elle peut être homogène, mais dans la plupart des cas, c'est des couches superposées et constituées évidemment donc, de plusieurs types de sols qui sont de nature différente. Donc, évidemment, il faudrait essayer donc la réaction donc, que va opposer ce terrain-là sera essentiellement fonction de la résistance donc, des sols qu'on rencontre ici dans ces zones. Évidemment, pour avoir une idée beaucoup plus précise de ça, il va falloir faire des sondages. Voilà, ici, des sondages, ça peut être des sondages carottés pour avoir voilà, la colonne, la lithologie du terrain, mais ça peut être aussi d'autres types de sondages, tels que les sondages pressiométriques avec le pressiomètre, ou bien les sondages pénétrométriques, ou bien d'autres types d'essais de sondages. Alors, j'avais dit que le principe reste simple. L'objectif, c'est de chercher le bon sol. Les gens cherchent toujours le bon sol. Alors, le bon sol peut se trouver en surface. On dit qu'on va faire une fondation superficielle. Par contre, le bon sol peut se trouver en profondeur. Eh bien, on va aller le chercher en profondeur. Et en ce moment, on va faire des fondations profondes.
exemple typique de fondation superficielle, c'est le cas des semelles. Hein, et un exemple typique de fondation profonde, c'est les pieux, par exemple, hein, qui sont fichés donc, dans le terrain. Donc, tout dépend de la position du bon sol, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on appelle bon sol? En tout cas, c'est un terme qu'on va définir peut-être après. Évidemment, donc, les charges. Maintenant, il faut ça, on avait passé en revue, donc, les charges, hein, les différentes, les charges qui sont, les différents types de charges qui sont transmises donc aux fondations, hein, en fonction de la nature donc des ouvrages. Donc, les charges pour se faire sur des surfaces chargées, hein, des surfaces beaucoup plus grandes, par exemple, cette colonne-là, ici, la base, hein, peut, voilà, construire une surface relativement large qui supporte une charge. Ça peut être aussi donc à la base donc des murs, ça peut être par des poteaux, les poteaux qui transmettent donc les charges. Par exemple, ici, cette structure constituée donc de poteaux. Bref, tout ça, c'est des éléments qui permettent tout simplement de transférer les charges, hein, sur le sol. Maintenant, ça peut être compliqué parce qu'on peut avoir plusieurs types d'ouvrages. Avec plus l'ouvrage est grand, en ce moment, évidemment, plus les charges seront élevées. Et donc, plus on sera exigeant en termes de qualité au niveau donc, de la fondation. Tous ces ouvrages que vous voyez là, c'est des grands ouvrages, c'est des grandes structures. Évidemment, ces grandes structures requièrent forcément des systèmes de fondation, donc de très grands systèmes de fondation, avec donc des études extrêmement poussées, avec des quantités de matériaux à utiliser également très élevées, mais avec une technique et une technologie de pointe qui doit être utilisée afin d'adapter donc la fondation donc au type de terrain qui est là. Donc voilà, tout ça c'est des étages accrochés, donc c'est voilà. Plus les charges, encore plus les structures sont chargées, plus évidemment, donc on avait dit que voilà, ça va augmenter les charges au niveau de la base. Donc, les charges appliquées aux fondations vont être déterminées donc, par la structure. Le sol va répondre à la demande, donc aux demandes de la structure. La structure amène des charges et le sol répond. Donc, quelle que soit la structure, que ce soit une structure classique en maçonnerie, par exemple, hein, évidemment, les structures sont là, hein, ils vont apporter les charges. Les fondations seront là en bas, évidemment, et ça va, le sol qui est là doit pouvoir répondre. Donc, on peut sommer la charge, hein, on fait une descente de charge pour faire arriver donc, toutes les charges, hein, pour faire arriver toutes les charges ici, donc au niveau de la base, afin donc de pouvoir... voilà. Donc, l'équilibre des différentes parties de la construction crée donc forcément des forces horizontales, en plus des forces verticales, il y a la profondeur, et en ce moment, les charges qui descendent vers les fondations, voilà, selon pour avoir des charges inclinées ou excentrées, etc., etc. En tout cas, c'est ça. Donc, on le voit ici. Donc, le transfert peut être direct sur la structure par l'intermédiaire voilà, de ces biens, par l'intermédiaire de ces semelles-là, ou bien se faire par l'intermédiaire de radier. Donc, le transfert local sur la structure par l'intermédiaire aussi de pieux. Hein, si le bon sol se trouve en profondeur, en ce moment, c'est des pieux. Alors, si le bon sol est subaffleurant, en ce moment, on peut faire des radiers reposant sur des pieux courts, par exemple, parce que peut-être le bon sol n'est pas très bon. Donc voilà, on parle donc de fondation superficielle, de fondation profonde, de fondation semi-profonde, intermédiaire entre les fondations superficielles et les fondations profondes. Ça, c'est les semelles ou bien les radiers, et ça, c'est les pieux ou bien les micropieux, et ça, c'est les puits, par exemple, qui sont des fondations semi. Voilà. Évidemment, on avait parlé donc de la terminologie. B, c'était juste la largeur des semelles. L, c'est la longueur d'une semelle. Grand D, c'est la hauteur d'encastrement. Et l'ancrage H, c'est dans la couche porteuse. Par contre, D étant la hauteur d'encastrement de la surface du terrain jusqu'à la base de la semelle. Donc, ça, c'est les définitions, c'est les paramètres que nous avons utilisés tout au long de ce cours. Évidemment, j'avais dit qu'il y a aujourd'hui actuellement au minimum 3 normes qui étaient en circulation concernant les fondations.
vous avez dit qu'il y avait le DTU 13 hein, qui classifiait, bien qui classait les fondations en fonction du rapport D sur B. Donc, si D sur B est inférieur à 6 et que grand D est inférieur à 3 mètres, en ce moment, on parle de fondation superficielle. Sinon, nous sommes dans le domaine des fondations profondes. Donc, il y a le DTU 13. Il y a aussi le fascicule 62, titre 5, hein, qui donnait cette définition, le D équivalent, c'est-à-dire la hauteur d'encassement équivalente. Demain, on va voir plus tard comment on calcule cette hauteur d'encassement équivalente sur B est inférieure à 1,5. Donc, ça, c'est le fascicule 62, titre 5, qui donne les règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages, donc du génie civil. Donc, la différence entre ces trois types de fondations porte essentiellement, donc, pour me résumer, sur la géométrie et ou sur le mode de fonctionnement. Quand je parle de fondation superficielle, seules les réactions mobilisées sous la base interviennent essentiellement, hein, parce que c'est des fondations superficielles. Donc, les réactions mobilisées sous la base, ce sont ces réactions qui interviennent essentiellement. Si je vais vers les fondations profondes, l'équilibre, c'est les pieux par exemple, l'équilibre est assuré par des réactions mobilisées à la fois sur la pointe, mais aussi sur les faces latérales, parce qu'un pieu est en profondeur et tout au long donc, du pieu, évidemment, interagissent des forces de frottement. Donc, en plus de la résistance donc, au niveau de la pointe, mais il y a aussi des forces de frottement latérales qu'on n'observait pas dans le cas des fondations superficielles. Par contre, les fondations semi-profondes, c'est à l'interface entre les deux. L'équilibre ici est assuré par les réactions mobilisées à la fois sur la base et sur les faces latérales, mais avec un encasement relativement faible, hein, D sur B inférieur à 5. Donc, voilà le système de transmission de charge. Pour me résumer, fondation superficielle, semelle rayée, fondation semi-profonde et fondation profonde, les pieux, les micropieux, les barrettes, etc. Maintenant, on avait commencé donc par la capacité portante. Hein, parce que j'avais dit qu'il y a deux grandes parties, la notion de capacité portante et la notion donc de tassement, de calcul de tassement. Donc, dans cette première partie, on va voir la capacité portante. Donc, je reviens toujours sur les terminologies de base. Donc, pour une semelle filante, hein, B, c'est toujours la largeur et grand L, la longueur. Pour une semelle isolée, on parle de B et de L. Hein. Évidemment, la semelle isolée peut être carré, rectangulaire, circulaire. Pour un radier également, B, donc c'est la largeur, et grand L, c'est la longueur. Alors, voilà, donc c'est juste les semelles sous des poteaux isolés et les murs, les semelles filantes sous des murs. Hein, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des semelles combinées, hein, des semelles filantes sous des poteaux, on sait donc des semelles combinées. Donc, d'habitude, on parle de semelles filantes lorsque le rapport entre L sur B est supérieur à 5. En ce moment, on considère que c'est une semelle filante. C'est juste une définition qui est relative. Pour les radiers également, voilà. Donc, d'habitude, dessus, les calculs donnent des surfaces de semelles supérieures à la moitié de l'aire de fondation. En ce moment, on peut transférer, donc, on peut transformer la fondation en système de radier. Mais évidemment, si le terrain est très hétérogène ou bien construit de terrain relativement compressible avec des charges élevées, on peut choisir un système de fondation. Donc, voilà, ça, c'est la mise en œuvre sur le terrain. On avait parlé donc du décapage de la terre végétale, des fouilles en rigole, la pose donc des bétons de propreté. Donc, voilà, le coffrage, hein, n'est-ce pas? Le coffrage, la mise en place des armatures, hein, la mise en place donc du béton. Hein, voilà, donc la mise en place du béton, le coffrage et le coulage donc du béton. Hein, voilà, donc c'est les conditions donc de mise en œuvre. Donc ça, il y a d'autres éléments qui sont annexes, hein, en technologie de construction que vous avez dû voir, les murs de soubassement qui sont là. Donc voilà, les murs de soubassement qui sont là. Et ça résume essentiellement les différents types de semelles. Les semelles isolées sur des poteaux, les semelles continues bien des semelles flottantes sous donc des murs porteurs. Donc, sous les murs porteurs, vous avez essentiellement des semelles filantes ou bien des semelles continues. Aussi des semelles flottantes.
Alors, donc ça, c'est une coupe verticale sur fondation. Vous voyez le mur de soubassement qui est là, et vous voyez la semelle qui est là, n'est-ce pas, avec le ferraillage de la semelle. Vous voyez en bas le béton de propreté, et ça, c'est le sol. Donc, vous l'avez aussi ici en coupe. Voilà, en perspective, ça vous permet de voir donc les différents éléments d'une fondation par semelle continue. Par exemple, ça, c'est une semelle continue. Vous pouvez voir donc le mur de soubassement, donc la semelle, le béton de propriété, donc le sol qui est là. Les semelles isolées sur le poteau également, si je fais la coupe, donc vous voyez les différents éléments. Le béton de propreté est là, la semelle est là, le ferraillage est là. Donc ça, c'est une semelle isolée sous poteau en béton armé. Donc, en perspective, que vous puissiez voir ici les différents éléments. Donc là, c'est une photo que j'avais prise quand on faisait donc les fondations sur des semelles dans des terrains où la nappe phréatique est affleurante, où il fallait prendre des dispositifs en mettant donc ces dispositifs permettent d'imperméabiliser, donc pour éviter donc les infiltrations de l'eau à l'intérieur donc du système de fondation. Donc, ces systèmes d'étanchéité également sont fréquents dans le cas où vous devez faire des fondations dans des zones où la nappe phréatique est affleurante. Évidemment, il faut pomper l'eau et que le fond de fouille doit être propre. Hein. Il faut avoir un fond de fouille propre, exemple plutôt. Tout ça doit être pompé, évacué avant de poser les systèmes d'imperméabilisation, le ferraillage, le coffrage et de couler donc le béton sur place. Donc, il y a aussi parfois les dispositifs qui accompagnent parce qu'une fois terminé, l'eau va revenir certainement. Donc, si l'eau est là en permanence, il faut trouver un système de drainage. Ça, c'est un détail d'un drainage extérieur, d'un mur, hein, notamment quand vous avez des sous-sols ici. Donc, il va falloir prévoir des dispositifs de drainage en utilisant donc, ici, en utilisant des matériaux drainants tels que les graviers, les gravions, les sables. Donc, tout ça, c'est des dispositifs qui permettent donc de pouvoir... voilà. Donc, vous le voyez aussi à côté. Alors, donc ça, c'est le dallage après que vous voyez ici, fois mise en place. Donc, le dallage qui est là. Alors, ça peut être sur terre-plein central. Voilà. Ça peut être sous forme de vide sanitaire ici, ou bien avoir un sous-sol. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez le système de fondation. Et tout ça, il faut que la fondation quand même soit étanche pour qu'il n'y ait pas d'infiltration, notamment lorsque la nappe phréatique est affleurante ou subaffleurante. Donc, vous voyez ici donc, des photos de fondations de grande envergure que vous avez ici avec donc, les dispositifs de ferraillage. Vous voyez que ça, c'est des fondations, des systèmes de fondation de grands ouvrages. Alors, maintenant, la capacité portante. Alors, j'avais dit que donc, le terrain, le sol, évidemment, quand vous le chargez, évidemment, quand vous augmentez la charge progressivement sur un terrain, le terrain va subir donc des déformations, des tassements. Hein. Évidemment, donc, au début de la charge, quand j'augmente la charge, donc le sol se déforme légèrement jusqu'à atteindre une valeur, voilà, jusqu'à avoir une déformation ici relativement élevée qui est fonction tout simplement de la charge appliquée et de la nature donc, du terrain. Par exemple, quand je suis en terrain un peu compact, effectivement, donc la charge de rupture donc, est beaucoup plus faible comparé à un terrain qui est compact où la charge de rupture est beaucoup plus élevée ici. Donc, la capacité portante, en réalité, n'est rien d'autre que la charge maximale que peut supporter donc, le terrain avant sa rupture. Donc, la charge maximale que peut supporter le sol avant la rupture est extrêmement importante. Donc, ça, cette charge sera comparée avec donc, la charge qui sera appliquée ici à la base. Évidemment, donc, ça nous permet ultérieurement de pouvoir limiter les déformations au niveau donc, du massif, mais également limiter la rupture donc, au niveau du sol. Donc, ça qu'on appelle essentiellement les capacités portantes, les notions de capacité portante,
La notion de capacité. La capacité portante, c'est quoi? C'est la pression ou la contrainte maximale que le sol peut supporter avant la. Alors, donc, voilà, quand je résume la déformation, tout au long du chargement d'un massif de fondation, alors, au début de la charge, lorsque les contraintes appliquées sont faibles, on peut dire que nous sommes dans le domaine élastique, hein, où les tassements, vous voyez que les tassements sont très, très faibles. Par contre, quand j'augmente la charge, j'entre dans le domaine plastique et je vais directement, après, au-delà, vers la rupture donc, du sol. Donc, dimensionner une fondation, c'est évidemment donc trouver les moyens de ne pas entraîner donc, le sol vers la rupture. Voilà. Alors, à la rupture, on avait défini les 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3, hein, qui sont des zones où se forme ici la première zone, hein, qui est le coin là, qui reste solidaire à la base donc de la semelle, hein, avec un poinçon rigide qui s'enfonce dans le sol. Par contre, les zones 2, vous voyez, de part et d'autre, sont des zones de déplacement et de cisaillement importants. Et c'est des zones de rupture, hein, généralisée par cisaillement. Et la zone 3, c'est une zone qui est externe et c'est une zone qui n'est pas concernée, évidemment, par les déformations. Zone qui n'est pas concernée par les déformations. Alors, comment calculer la capacité portante ultime? J'avais dit que, donc, alors, il y avait la formule historique de Terzaghi. Que disait Terzaghi? Hein? Cette formule historique, je l'ai présentée. Pourquoi? Parce qu'elle a une valeur historique. C'est Terzaghi, qui est le père de la mécanique des sols, qui a été donc le premier à élaborer donc, cette expression-là qui nous permet de pouvoir apprécier la capacité portante. Hein? La capacité portante donc, d'un terrain. Donc, cette formule a été élaborée pour une fondation, pour une semelle filante et conçue donc de 3 parties, qu'on appelle un terme de butée, un terme de surcharge et un terme donc de cohésion du sol. Donc, le terme de cohésion, il est là. CNC, le terme donc de surcharge, il est là, gamma D, NQ, et le terme de butée, hein, qui est là, bien le terme de profondeur également, qui est là. Donc, Q ultime, c'est 1/2 de B gamma N gamma, plus gamma D, NQ, plus C, NC, C étant la cohésion donc, du sol. Vous voyez, ici, on avait défini les paramètres NC, NQ, N gamma, qui étaient des facteurs de capacité portantes, sans dimension et qui dépendaient donc de l'amplitude. Alors, voilà ces 3 termes-là, termes de surface, profondeur. Donc, avec les NC, NQ et N. Il faut couper le micro là de celui qui parle. Donc, les facteurs de capacité portante qui sont là, hein, avec qui sont fonction essentiellement du type de sol. On avait dit qu'ils étaient fonction de l'angle de frottement interne. Alors, je me souviens également, si je ne me trompe pas, qu'on avait commencé à parler également des conditions justificatives suivant la théorie des états limites. On avait parlé donc de l'état limite ultime, hein, quand je prends un ouvrage de danger croissant. Donc, l'état limite de service est là, l'état limite ultime est là. Et voilà, l'ouvrage est sûr là, et là, c'est la rupture. Donc, les états limites ultimes au-delà desquels il y a risque de rupture. Et les états limites de service au-delà desquels l'ouvrage, bon, ce n'est pas la rupture, mais l'ouvrage, quand même, va remplir difficilement. Donc, ça fonctionne, par exemple, l'ouvrage est soumis à des déformations excessives. Donc, la justification de la structure doit être envisagée pour différentes situations, notamment les situations en cours de construction, les situations en cours d'exploitation ou bien les situations accidentelles, telles que les séismes parfois ou bien certains vents qui sont dans des situations exceptionnelles. Alors, on avait aussi distingué les actions, notamment les actions permanentes, hein, telles que le poids propre, le poids du sol, le retrait, le fouillage, qui sont des actions permanentes. Alors, il faut noter que les actions permanentes pour avoir un effet favorable ou bien avoir un effet défavorable. Il y a aussi les actions dues à l'eau, la poussée hydrostatique,
Il y a les actions éventuelles de poussée latérale. Hein, tout ça, c'est des actions permanentes, hein, n'est-ce pas? Les actions éventuelles de frottement négatif, hein, ça, on le verra plus tard hein, quand on verra les pieux, les fondations profondes avec les pieux, où il y a un frottement latéral qui peut être positif, mais également qui peut être négatif. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des actions permanentes. Parmi les actions variables, on va noter grand Q. Hein, donc, ça peut être des actions de base ou bien des actions d'accompagnement. Donc, c'est des charges d'exploitation et les charges qui sont dues aux effets climatiques. Il y a aussi les actions variables telles que les séismes, les vents extrêmes, les chocs, le feu, les explosions. Donc, pour les fondations, donc, il faut connaître donc, les différentes actions. Hein, on va revenir là-dessus également pour les détailler dans le cadre de la norme Eurocode, par exemple. Je me souviens aussi avoir parlé un peu de quelques aspects de Eurocode 7, n'est-ce pas? Notamment les catégories géotechniques, la justification des ouvrages, les actions géotechniques, les valeurs caractéristiques des paramètres, les états limites ultimes, les états limites ultimes fondamentaux. Hein? On en avait parlé. Donc, les catégories géotechniques qui sont là. Donc, on avait défini 3 catégories géotechniques. Ouvrages petits et simples, hein, avec des risques négligeables. Les conditions de terrain sont connues et sont très simples. On dit que nous sommes dans la catégorie géotechnique numéro 1. Alors, la deuxième catégorie, c'est des ouvrages qui sont courants. Il y a des risques, mais ce n'est pas des risques anormaux. Et il n'y a pas de conditions de terrain et de charge inhabituelles. Même si les conditions sont difficiles, évidemment, on a l'habitude de travailler dans ces terrains. Et ce qui fait que, voilà, en tout cas, ce n'est pas des choses qui sont compliquées à étudier. Il y a des fondations superficielles, des fondations surradiées, des fondations sur pieux, des murs et autres ouvrages de soutènement qui retiennent donc des sols ou de l'eau, les pales planches. C'est le cas des excavations, des piles éculées des ponts, le cas des remblais et des terrassements, des ancrages et autres systèmes de tirants, des tunnels dans les roches dures, non fracturées, sans conditions spéciales d'étanchéité ou autre existence. Donc, tout ça, rentre dans la catégorie numéro 2. Donc, c'est des ouvrages qui sont courants, même si c'est des ouvrages compliqués, mais on a l'habitude de travailler avec ces ouvrages. La troisième catégorie, par contre, c'est la catégorie qui n'entre ni dans la première, ni dans la deuxième. Hein, c'est des ouvrages qui sont très grands et inhabituels avec des risques anormaux, par exemple, quand on fait des fondations en zone sismique, ou bien des conditions de terrain et de charge exceptionnelles, hein, là également, telles que les constructions dans des zones où les terrains sont conflants. Donc, voilà, tout ça, les ouvrages qui impliquent des risques anormaux, hein, ou des conditions de terrain ou de chargement. Alors, les bases donc, de calcul géotechnique également, on avait dit que donc, les bases de calcul pour la justification des ouvrages, il convient de vérifier les états limites par plusieurs procédures possibles. On peut utiliser les calculs, évidemment, on va utiliser les calculs tout à l'heure, mais il y a d'autres procédures également pour vérifier les états limites, notamment les méthodes prescriptibles, donc les prescriptions techniques. Il y a aussi les modèles expérimentaux et des essais de chargement in situ, hein, des essais de chargement de pieux, etc. Il y a aussi des méthodes observationnelles qu'on peut appliquer. Mais bon, nous, on va revenir tout à l'heure sur l'utilisation de méthodes de calcul. Mais il nous faut comprendre ce qu'on appelle les actions géotechniques. Donc, la justification d'un ouvrage géotechnique, selon l'Eurocode 7, nécessite donc de définir les actions et les résistances. Parce que la finalité, c'est ça. Une fois on a défini les actions, ensuite, on va mesurer les résistances. Hein? Après, on les compare, n'est-ce pas? En considérant des coefficients partiels. Les coefficients partiels, j'avais dit que ces coefficients partiels vont multiplier les actions et vont diviser les résistances. Donc, sur les actions, je fais une majoration et sur les résistances, je vais minorer donc, les résistances. Donc, moi, je dis que les coefficients partiels que nous allons utiliser vont venir multiplier les actions et vont venir diviser les résistances. Donc, dans le cas des fondations, par exemple, de cette fondation-là, les charges verticales supportées, c'est des actions. Toutes les charges verticales qui descendent, c'est des actions. Par contre, la réaction du sol, c'est une résistance. Voilà, on va l'apprécier comme ça. Donc, voilà, les charges, j'en ai déjà parlé, les actions géotechniques, hein, donc les actions doivent être classées de la manière suivante en fonction de leur variation dans le temps, permanente, variable et accidentelle.
On avait aussi parlé des valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques, donc, n'est-ce pas? Donc, on avait dit qu'avec Eurocode, avec les anciennes méthodes, il y avait une certaine variabilité sur les paramètres. C'est-à-dire que chaque ingénieur qui faisait une étude pour se retrouver avec des paramètres qui sont différents, hein, des paramètres qu'un autre ingénieur peut-être aurait pu utiliser s'il avait fait donc une autre étude. Ce qui fait qu'il y avait une certaine variation, une certaine variabilité dans le choix des paramètres et que parfois même c'était à la limite arbitraire le choix d'un paramètre. Donc pour limiter cette disparité, quand même que les gens se sont dit qu'il faut trouver une méthode pour avoir les valeurs des paramètres qui représentent au mieux donc la réalité sur le terrain. Donc la valeur caractéristique d'un paramètre, c'est quoi? C'est une estimation prudente de la mesure, hein, de la valeur qui affecte l'état limite considéré. Une estimation prudente. On va être prudent quand on va estimer. Donc, il y a plusieurs méthodes, hein, notamment des méthodes statistiques, hein, les méthodes statistiques qui seront peut-être utilisées. Hein, et d'habitude, on dit que la valeur caractéristique, hein, doit être obtenue de telle manière que la probabilité d'une valeur plus mauvaise que cette valeur-là choisie pour l'état limite considéré ne soit pas plus grande que 5%. Donc, ça nous permet d'avoir. Donc, ici, voilà, on avait dit que quand on fait des mesures sur le terrain, on a des valeurs mesurées. On peut aussi avoir des valeurs dérivées. À partir des valeurs mesurées, donc on peut avoir des valeurs dérivées, n'est-ce pas? Maintenant, les façons, que ce soit des valeurs mesurées sur le terrain ou bien des valeurs dérivées, donc il nous faut choisir les valeurs caractéristiques. Alors, on peut choisir plusieurs types de valeurs, également en dehors donc, de la valeur caractéristique. Il y a des valeurs qui ont un sens, une signification, telle que la moyenne, la valeur moyenne d'un paramètre XM. Il y a aussi la valeur basse d'un paramètre. Il y a des gens qui, par exemple, dimensionnent avec la valeur moyenne d'un paramètre. D'autres qui dimensionnent avec la valeur basse d'un paramètre. Hein? Alors, les recommandations de Eurocode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les valeurs caractéristiques, n'est-ce pas? Hein? Cette valeur caractéristique est forcément entre la valeur la plus basse et la valeur moyenne. Hein? Une valeur caractéristique entre la valeur la plus basse et la valeur moyenne. Alors, cette valeur caractéristique, hein, peut-être, va être après transformée, parce que ce n'est pas la valeur caractéristique qu'on va utiliser dans les calculs, on va utiliser la valeur de calcul. Alors, la valeur de calcul du paramètre, c'est la valeur caractéristique auquel je vais affecter un coefficient ici, partiel, hein, un coefficient partiel, et ça me permet, ici gamma m, ça me permet d'avoir la valeur de calcul. La valeur de calcul n'est rien de la valeur qui sera utilisée donc, lors des calculs. Donc voilà, pour résumer, vous avez plusieurs sondages, par exemple, F1, F2, L1, L2. Vous avez plusieurs valeurs. Donc, vous pouvez avoir aussi des valeurs dérivées, 1, 2, 3, 4, à partir des équations de corrélation. En tout cas, vous avez plusieurs valeurs et vous devez faire un choix plus prudent, hein, à partir donc, du modèle géotechnique, hein, avoir donc les valeurs caractéristiques des propriétés géotechniques. Une fois que tu as les valeurs caractéristiques, tu appliques les facteurs partiels, ça vous donne les valeurs de Gall. Donc, voilà, à partir. Donc, je vais même donner un exemple ici. Une estimation prudente. Hein, donc, si vous avez un ensemble de n, hein, un ensemble de n valeurs xi, qui on suppose sur la loi normale, en ce moment, avec une moyenne xm, l'écart type sigma, l'écart type réel s. Hein, donc, pour une estimation prudente de la moyenne xm, f, n'est-ce pas? Ici, c'est une estimation prudente de la moyenne. En réalité, ça devient avoir une valeur caractéristique, c'est-à-dire une estimation de la moyenne avec un niveau de confiance de 95%. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la fractile à 5% de la loi normale centrée réduite. Donc, XMF est égal à XM moins KS avec K N005 sur la racine de N, où N005, c'est quoi? C'est fractile à 5% de la loi normale centrée d'étude. Donc ici, je peux le dire aussi que XMF, c'est sigma M moins K sigma. En ce moment, sigma, ici, K est là, avec cette expression, hein, avec Tn-1 005, qui est le fractile à 5% donc, de la loi de Student à N-1 degré de liberté. Je me souviens, j'avais des difficultés, on avait des difficultés avec le rappel, hein, ici, avec les fractiles,
les intervalles de confiance, les méthodes statistiques. Je demandais même à ce que vous révisiez un peu les cours de statistiques pour pouvoir vous souvenir de ces lois-là, fractile à 5%, 95% d'intervalles de confiance, la loi de Sudol, etc. Donc voilà, en résumé, les deux paramètres. Évidemment, tout cela, ça dépend du nombre de valeurs ici, le nombre de valeurs. Plus tu as des valeurs plus élevées, donc la valeur de K est fonction essentiellement du nombre de valeurs associées. La valeur de Kn pour la valeur caractéristique, donc à 5%, en fonction donc du nombre de valeurs donc obtenues, évidemment, on peut avoir, donc on peut jouer sur la fiabilité donc du calcul. Il y a d'autres méthodes aussi telles que la droite des moindres carrés, la droite des moindres carrés. Ça également, c'est une méthode qu'on utilise. On le verra par exemple dans les exercices, les cas pratiques qu'on va voir. La méthode des moindres carrés parfois également peut permettre de définir la moyenne ou bien la valeur caractéristique donc d'un paramètre dans les essais précieux. Donc voilà les coefficients de variation. Donc voilà. Si vous avez plus de détails, allez dans Eurocode 0, c'est-à-dire les règles de base, à la page 64 donc de la norme Eurocode. Ça donne donc plus de détails. Donc, la valeur caractéristique des résistances. Alors, pour les résistances également, il y a des valeurs caractéristiques. Donc, ça, c'est plus complexe. C'est plus simple de parler de la valeur caractéristique donc, des paramètres physiques. Maintenant, pour les résistances, c'est plus complexe parce que ça inclut à la fois la variabilité spatiale des propriétés du terrain et la dispersion aussi du modèle de calcul. Parce que la résistance va être calculée à partir d'un modèle de calcul. Évidemment, il faut, avec donc, la dispersion du modèle de calcul, évidemment, il faut un étalonnage du modèle de calcul avec des essais expérimentaux pour réduire, pour augmenter donc, la fiabilité avec ces méthodes. Alors, cette situation se rencontre uniquement pour les semelles et les pieds quand les essais de chargement ont lieu, notamment. Mais bon, en ce moment, on va introduire ces facteurs-là. On les verra plus tard, notamment dans les fondations profondes sur ces. Voilà. Et à partir de là, je peux définir ce qu'on appelle la résistance, la valeur calcul, la valeur calcul. Les états limites, bon, ça, on avait parlé de l'équilibre général, structure, géotechnique, soulèvement et l'état limite hydraulique. Équilibre, c'est la perte d'équilibre statique, donc la structure du terrain. Structure, c'est la structure interne. Géotechnique, ici, c'est la rupture ou déformation excessive du terrain. Soulèvement, ici, c'est la rupture par soulèvement due à des forces verticales. Et ici, c'est la rupture causée par des gradients hydrauliques dans le terrain. Donc, si vous regardez le cours de mécanique des sols, dans le chapitre hydraulique des terrains, je pense qu'on a parlé longuement sur les phénomènes de renard, sur les phénomènes de boulance, sur les phénomènes d'instabilité due à l'écoulement hydraulique dans le sol. Donc voilà les résumés. Bon, non, tous ces états ne sont pas vérifiables. Pour tous les projets, de toutes les façons, l'état géotechnique est toujours là. Que ce soit la stabilité générale du site, une vérification géotechnique à faire. Pour le poinçonnement, il faut une vérification géotechnique. Excentrement du chargement géotechnique. Glissement géotechnique. Il y a aussi structure, la structure de la fondation, c'est-à-dire la structure donc, du matériau constituant donc, la fondation. Ça, c'est pour tous les projets. Par contre, les états géo, selon le cas, tu peux avoir l'état géo et l'état UPL en termes de soulèvement, ou bien géo et structure en fonction donc, du type d'ouvrage qui est en train d'être étudié. Donc, ça peut avoir des situations de projets à caractère transitoire, durable ou exploitation aussi qui est transitoire. Les deux à la fois. Aussi, combinaison d'actions peut être fondamentale, accident. Voilà. Donc, alors, on avait parlé pour les états limites de 3 approches. La première approche, voilà, approche 1, 2 et 3. La première approche correspondant à une combinaison d'actions A1 plus M1 plus R1 et A2 plus M2 plus R2. Donc, pour l'approche A1, il y avait deux combinaisons possibles. Pour l'approche A2, il y avait une combinaison possible ici.
l'approche 3, il y avait aussi 2 combinaisons possibles, A1 ou A2. Donc ça également, je me souviens, on avait largement discuté de ça, sur les actions. Donc, maintenant, l'ensemble A, c'était quoi? L'ensemble A était divisé en 2 sous-ensembles, A1 et A2. A1, c'est les actions structurelles, et A2, c'est les actions géotechniques. Maintenant, les actions peuvent être permanentes ou variables. Les actions permanentes, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être défavorables, comme elles peuvent être favorables. Si c'est défavorable, vous voyez, pour les actions structurelles, ici, le coefficient, ici, c'est 1,35. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure à propos des charges, des actions? Les actions, donc les coefficients doivent multiplier les actions. Donc ici, c'est une multiplication qu'il faut faire au niveau donc, de ces actions. En géotechnique, c'est ici, c'est 1,1. Donc si c'est défavorable, bon, puisque c'est défavorable, c'est 1. Donc, voilà, puisque c'est défavorable, c'est 1. Les actions variables, également, on a gamma Q, le coefficient partiel, ça c'est les coefficients partiels. Si c'est défavorable, ici c'est 1,5, là c'est 1,3. Alors, si c'est favorable, alors ça maintenant, c'est les ensembles M. M, c'est les paramètres donc, du sol, que ce soit la résistance au gisement, la cohésion drainée, la cohésion non drainée, la résistance non confinée, la masse volumique, tout ça, c'est des paramètres. Voilà, tout ça, c'est des paramètres qui sont liés à la nature du sol. Donc, l'ensemble M1 est là et l'ensemble M2 est là. Alors, pour maintenant les résistances, je vais dire que voilà, c'était gamma RV et gamma RH. Donc, il y avait R1, R2. Donc, R1 est là pour la portance, c'est 1. Ici, le glissement, c'est 1. Si c'est R2, c'est 1, 4. Ici, c'est 1. Quand c'est R3, c'est 1 et 1. Donc, on verra que nous serons essentiellement dans cet ensemble-là. R2. Donc, pour vous dire qu'à chaque fois que vous devez calculer une fondation, dans la méthode de calcul, dans le modèle de calcul, effectivement, il y a beaucoup de coefficients à utiliser. Sur les actions, il y a des coefficients à utiliser pour majorer les actions, ou bien minorer les actions, pour majorer les actions. Alors, si c'est les paramètres également, il y a des coefficients à appliquer sur ces paramètres-là, mais si c'est les résistances également, il y a des coefficients partiels à appliquer sur ces résistances-là. Donc, l'ensemble de ces coefficients-là, ça qu'on appelle les ensembles. A1, M1, R2, c'est des ensembles. C'est des ensembles. Et donc, en fonction de l'approche utilisée, les ensembles peuvent varier. J'avais dit que nous, on va utiliser essentiellement l'approche 2, qui est l'approche la plus couramment utilisée pour les fondations superficielles. Donc, les coefficients que j'ai donnés ici, peut-être c'est en fondation superficielle, peut-être dans les fondations profondes, je reviendrai sur les... Voilà. Donc, les méthodes de calcul de fondation maintenant, il y avait les fondations superficielles et les fondations profondes, globalement, mais quel que soit le type de fondation, il y a 2 grandes méthodes de calcul des fondations. Il y a qu'on appelle la méthode des essais in situ, c'est-à-dire la méthode des essais de laboratoire. En ce moment, on va faire des sondages, on va prélever des échantillons, on va amener des échantillons au laboratoire, on va les tester au laboratoire et on va voir quels sont les paramètres, on va mesurer les paramètres et on va utiliser un nombre de méthodes de calcul, notamment la méthode de Terzaghi, la formule de Terzaghi pour avoir la capacité portante. Il y a aussi des méthodes en place, des essais en place, des essais in situ, tels que l'essai pressiométrique, l'essai pénétrométrique, qui consistent à aller solliciter directement le terrain sur le chantier in situ afin donc de déterminer la résistance. Donc voilà ces 3. On va aller voir donc ces 3. Donc je me souviens également avoir parlé essentiellement des définitions BL, la largeur des semelles, B pour une semelle circulaire, B pour l'encassement, B la largeur ici, alpha si la semelle est inclinée, bêta si la semelle est à côté d'une pente, D, donc la distance D de la semelle au port, donc value, ça on avait parlé. Alors, si la charge est inclinée, aussi, on détermine delta comme étant l'angle d'inclinaison de la charge par rapport à la verticale. Et puisque la charge est inclinée, il y a forcément une composante verticale qu'on va noter grand V et une composante horizontale qu'on va noter grand H. Alors, les charges peuvent être également excentrées. Alors, quand c'est excentré, en ce moment, on note E, l'excentrement de la charge. Cet excentrement peut se faire suivant B, la largeur. Elle aurait pu également se faire suivant L, c'est-à-dire la longueur. Elle pouvait aussi avoir deux composants suivant B
et suivant. Alors, s'il y a la nappe phréatique en profondeur également, on va désigner par DW la profondeur du toit de la nappe phréatique. Donc, il faut qu'on s'accorde sur ces définitions. Donc, il y avait deux conditions, ce qu'on appelle la condition drainée. Quand nous sommes en condition drainée, voilà l'expression de la capacité portante. Vous voyez que c'est une formule qui découle donc de la formule initiale de Terzaghi. Si vous voyez la formule initiale de Terzaghi, c'est ça. C'est CNC, vous voyez là, plus Q prime NQ, Q prime c'est gamma D, plus 1 demi de B gamma N gamma. Donc, voilà la formule historique de Terzaghi. Et après, toutes les formules vont être dérivées de la formule historique de Terzaghi. Évidemment, on va ajouter des coefficients parce que la formule initiale de Terzaghi était développée dans le cadre d'une semelle filante. Et ici, on va ajouter donc des coefficients, tels que SC, un coefficient de forme, pour tenir compte de l'influence de la forme de la semelle, parce que toutes les semelles ne sont pas des semelles filantes. On va introduire un paramètre I pour prendre en compte l'inclinaison, B, également l'inclinaison de la base de la semelle. Donc voilà la formule qui est retenue dans Eurocode, dans Eurocode 7, hein, pour calculer. En condition drainée, il faut bien noter que nous sommes en condition drainée. Q', c'est la pression effective uniforme appliquée au sol autour donc de la semelle. Q'0 est la pression effective à la base donc de la fondation. Regardez, il y a NC, NQ et N gamma. NC, NQ et N gamma sont les facteurs de capacité portante. SC, SQ, S gamma sont les facteurs de force. IC, IQ, I gamma sont les facteurs d'inclinaison de la semelle. BC, BQ plus B et B gamma, c'est les facteurs également d'inclinaison de la base de la semelle. Alors, voilà le tableau qui donne NC, NQ, N gamma, NQ, NC en fonction de l'angle de frottement N. Nous sommes toujours en condition drainée. SC, SQ et S gamma sont donnés également par ces expressions. Alors, si la charge est inclinée, I gamma égale à 1 moins H sur V plus A prime cos C prime cotangente de l'angle phi prime M plus 1. Donc, H, c'est la composante horizontale et V, c'est la composante verticale. Alors, évidemment, il faut que la charge soit inclinée d'un angle delta. D'un angle delta et donc IQ 1 moins H sur V plus A prime cosinus C prime cotangente de l'angle phi prime M. Donc ici également, IC est lié à IQ et tangente de l'angle phi prime. Donc ça, c'est les paramètres. Donc, alors ici, il y a le paramètre M, hein, le paramètre M qui est là, qu'on va donner tout à l'heure. Voilà, M est là. Hein. Voilà. La valeur de M dépend du sens de l'inclinaison de la charge. Ça prend cette expression-là, 2 plus B' sur L', sur 1 plus B' sur L', lorsque H est dirigé dans B, la direction de B, ou bien cette autre forme-là, 2 plus L' sur B', 1 plus L' sur B', lorsque H est dirigé dans la direction donc, de L. Par contre, s'il y a deux composantes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'excentrement c'est fait suivant B et suivant L. En ce moment, on définit un paramètre M, on donne M θ, qui est la composante suivant L, donc de E, c'est la valeur de la ML, la valeur de M, suivant B, cos carré de θ, et MB, la valeur de M, suivant B, sinus carré de θ. Ici, L', c'est quoi? C'est les largeurs, c'est les dimensions réduites. L', c'est L moins 2 fois L, B', c'est B moins 2 fois EB. Donc ça, c'est les dimensions fictives, les dimensions réduites. Alors là, c'est les paramètres bêta, B gamma, BQ, BC. Alors, donc, je le montre ici en plus de détails. Si l'excentrement, la composante horizontale dans la direction de B. Donc, voilà la semelle en vue de dessus. Voici B, la largeur, et L, la longueur. Donc, puisque la semelle est excentrée, donc voilà B, B'. Donc, M égale à MB. Ici, l'excentrement se fait essentiellement suivant B. 2 plus B' sur L', 1 plus B' sur L'. Si c'est suivant L, regardez, l'excentrement se fait suivant L. Donc, là. Donc, en ce moment, M devient égal à ML, 2 plus L' sur B' sur 1 plus L' sur B'.
Donc, dans les autres cas, il y a deux composantes, ici, là, là. Donc, c'est incliné, ici, ce qui fait que M égale M θ égale ML cos carré, ça, plus MB sinus carré. Donc, voilà, quelle que soit la situation, vous avez la possibilité de retrouver la valeur de M. Maintenant, j'en viens aux conditions non drainées. Les conditions non drainées, Q net égale à 1, pi plus 2, CU, BC, SC, IC plus Q. Donc, Pi plus 2, CU, c'est la cohésion non drainée. BC, c'est le paramètre. B, ici, qui est un coefficient d'inclinaison de la base. SC, c'est le coefficient de forme, 1 plus 0,2 B' sur L', plus IC, c'est le facteur d'influence de la charge, le facteur d'inclinaison de la charge, 1 demi de 1 plus racine carrée de 1 moins H sur A', alors fois CU, la cohésion non drainée. A', c'est l'air fictif, c'est-à-dire B' fois L', avec H inférieur à A', A', Donc, H est la valeur de calcul de l'effort parallèle au plan donc, de la base de la semelle. Donc, nous sommes en condition non drainée. Donc, d'habitude, c'est la situation des terrains argileux où on doit placer des fondations, on doit placer donc, des semelles. Et là, on est obligé donc, de prendre en compte l'influence de la nappe, l'influence de la fonda, de la présence ou non donc, des conditions non drainées quand l'eau viendra ici pour jouer son rôle. Donc, ça, c'est un tableau également qui résume exactement ce que nous avons vu tout à l'heure dans le cas donc, voilà. Alors, nous avions vu également que la profondeur de la nappe phréatique peut jouer, donc la présence donc, ou non de la nappe peut jouer sur la fondation profonde, parce que la nappe est, voilà. Si je prends par exemple une nappe phréatique que je mets ici entre la surface du terrain naturel et la base, ici, donc la présence de la nappe va jouer sur le terme Q, sur le terme Q qu'on avait vu tout à l'heure dans la formule initiale de Terzic. En ce moment, Q devient égal à gamma facteur de dF moins D, c'est-à-dire cette partie-là, plus gamma prime D. Parce que ça, cette partie-là est hors nappe phréatique et c'est cette partie-là qui est sous la nappe phréatique. Donc, on applique le principe de superposition des contraintes. La contrainte verticale, donc, j'applique donc le principe de superposition. Alors, de 0, de la surface ici du terrain jusqu'à la base de la nappe phréatique, donc, c'est un terrain hors nappe. Donc, c'est ça que j'appelle dF moins D. Je multiplie par gamma, le poids volumique. Par contre, j'ajoute gamma prime parce qu'ici, c'est un terrain qui est sous la nappe phréatique. Il faut que donc je déjauge le terrain là. Donc, gamma prime fois D, D étant la profondeur. Donc, voilà, la hauteur donc d'eau depuis la base de la semelle jusqu'à la surface donc de la nappe phréatique. Par contre, si la nappe est à la base, alors ça impacte essentiellement ici le terme de profondeur. C'est le terme de profondeur qui va changer. Donc, le terme de profondeur sera changé en un paramètre, remplacé par un paramètre qu'on appelle gamma. Ce paramètre gamma prime, c'est-à-dire le poids volumique déjaugé, va ici prendre la place donc, du gamma. Donc, si la nappe phréatique est directement sous la base de la semelle, en ce moment, c'est seulement le terme de profondeur qui va être impacté. Le terme de surface ne sera pas impacté, évidemment, ce que vous voyez ici. Qui se passe. Alors, maintenant, le problème, ce qui peut être plus compliqué, c'est lorsque la nappe est sous la base de la semelle. Alors là, il faut comprendre qu'il y a deux situations. Soit la nappe est très éloignée de la base de la semelle. En ce moment, on ne peut pas le considérer, on ne va pas le prendre en compte dans le calcul. En ce moment, on considère que la nappe elle est suffisamment profonde pour ne pas influencer la fondation. Par contre, si ça se rapproche, évidemment, plus ça se rapproche de la base de la semelle, plus son impact va se faire sentir donc, sur la capacité portante. En ce moment, donc, c'est le gamma donc, du terme de profondeur qui va être changé. Donc, voilà. Si D est inférieur à B, c'est-à-dire D, vous voyez D, cette distance-là, vous la voyez, la distance-là. Si cette distance-là est inférieure à la largeur B de la semelle, en ce moment, vous allez voir que, voilà, le terme de profondeur va être changé
en un terme qui devient le gamma AV, qui est égal à 1 sur B, gamma D plus gamma prime D moins B. Par contre, si D est supérieur à B, c'est-à-dire que cette distance-là est supérieure à la largeur B, en ce moment, on considère que la nappe elle est suffisamment profonde pour ne pas influencer donc, la fondation. En ce moment, le terme de profondeur, le gamma du terme de profondeur ne va pas changer. Gamma AV conserve sa valeur. Voilà comment on gère ces situations-là dans la formule, dans la formule donc, de la capacité portante, comment considérer la position de la nappe freine. H est là. Vous voyez H? H, c'est la distance entre la base de la semelle jusqu'au toit, ici, de la couche molle, la deuxième couche. Si cette distance-là, divisée par B, B étant la largeur de la semelle, est inférieure à 1,5, on dit que tout se passe comme si la semelle repose sur la deuxième couche-là. En réalité, c'est cette couche-là. Tout se passe comme si, voilà, la semelle repose sur cette deuxième couche. Cela veut dire que cette couche-là est relativement faible, son épaisseur, pour qu'on considère la semelle se reposant directement sur la deuxième couche. Alors ça, c'est la première situation. La deuxième, c'est lorsque ce rapport H sur B est supérieur à 3,5. En ce moment, ce que cela dit, on suppose que la couche molle là a une profondeur suffisamment élevée pour ne pas impacter la résistance globale du terrain, de la semelle, ici. Donc, tout se passe comme si la semelle reposait sur la première couche, c'est-à-dire la couche 1. C'est-à-dire comme si la deuxième couche-là n'existait pas. Alors, par contre, si ce rapport est entre 1,5 et 3,5, alors c'est là où on adopte une semelle fictive. On va dimensionner pour une semelle fictive. Semelle fictive, c'est-à-dire avec une largeur fictive. Une largeur fictive qu'on appelle la largeur réduite, bien la largeur B'. Donc, on va dimensionner avec B'. Mais en ce moment, B' devient égal à B plus H. Donc, je dis aussi tout à l'heure la largeur réduite, mais ce n'est pas une largeur réduite parce que ce n'est pas à confondre avec le B' qui est égal à B moins 2 fois l'excentrement. Donc, ici, ce n'est pas une largeur réduite en réalité. Pourquoi c'est B plus H. Je veux dire une largeur fictive, n'est-ce pas? Qui est beaucoup plus élevée que la largeur initiale, qui est là B plus H. Et on considère, donc j'augmente la largeur de la semelle et je calcule comme si la semelle reposait sur la couche numéro 2. Voilà comment je gère ces genres de situations. Donc, ça revient à ce qu'on appelle la méthode, avec une diffusion de la contrainte en profondeur à 1 pour 2, ou bien avec un angle de 30 degrés ici, le cône, parce que voilà, B plus H, voilà, B' est là. Donc, ici, il y a un angle là de 30 degrés. La méthode de 1 pour 2. Donc, on appelle aussi la méthode de la semelle. Alors, donc, vous le voyez ici, encore de façon plus détaillée que vous voyez ici, définition d'une bicouche. Alors, vous avez la semelle qui est là de largeur B, qui repose ici à une profondeur D. Ici, je note H1, H1. Tout à l'heure, je vais noter H. Ici, je note H1. Donc, la distance entre la base et le toit de la deuxième couche, vous avez vu, la couche 2, qui est de l'argile, avec un angle de frottement non drainé nul et une cohésion qui n'est pas nulle, mais l'angle de frottement non drainé. Donc, c'est de l'argile qui est là, de moindre résistance que cette couche-là. Mais la semelle repose ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence de cette argile-là peut impacter sur le. Donc, une autre méthode consiste tout simplement, c'est pas une autre méthode, c'est juste la même méthode. Donc, voilà, comme je l'ai dit, H1 sur B est inférieur à 1,5 en ce moment. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça veut dire que tout se passe comme si la semelle repose sur la deuxième couche. Donc, ce qui me fait que Q ultime, c'est Q0 plus, puisque nous sommes en condition non drainée, puisque la deuxième couche est en condition non drainée, l'expression est là, 2 plus pi fois la cohésion non drainée,
sur 1 moins 0,3 H1 sur B. Voilà l'expression qui me permet de calculer le Q ultime, la contrainte ultime du terme. Alors, si c'est entre 1,5 et 3,5, hein, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On adopte une semelle fictive de la B' et on prend en compte la deuxième couche, toujours la couche molle. Donc, cela veut dire que, en ce moment, Q ultime, hein, est là avec ici, hein, voilà, voilà, N gamma, hein, N gamma. Ici, j'ai mis Q0 plus 1 demi de gamma 1 B N gamma étoile. Et ici, CU N C étoile. Ici, NC étoile, N gamma étoile, hein, sont des facteurs, hein, de capacité, sont des facteurs de capacité portante, hein, n'est-ce pas? Hein, voilà, donc, qui sont donnés ici. Donc, la valeur des facteurs de capacité portante en fonction, mais c'est les facteurs de capacité portante qui sont modifiés. C'est pourquoi on a mis l'étoile là, c'est modifié par rapport au NC, NQ, N gamma qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, c'est évidemment les mêmes facteurs, mais modifiés. Et donc, ils sont toujours fonction de l'angle de frottement interne. Voilà. Donc, par exemple, NC' hein, est là, est donné par cette expression. Moins 4, 5 H1 sur B. Ça, c'est NC étoile. NC étoile. N gamma étoile est donné par la base. Alors, la troisième situation, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, si H sur B est supérieur à 1,5. En ce moment, tout se passe comme si la semelle repose sur la première couche. C'est-à-dire comme si, hein, voilà, la deuxième couche n'existait pas. L'influence de la couche d'argile, en ce moment, devient négligeable. Donc, si je reviens ici un peu, donc voilà, l'expression de NC. N gamma ici est donné, voilà, N gamma va être donné par, hein, par cette tabac-là. N gamma va être donné par cette. Voilà. Donc ici, hein, N gamma, je ne sais pas si j'ai présenté la figure ou pas, qui est fonction essentiellement donc, de l'angle de frottement interne. Donc là, donc c'est le cas où, je reviens un peu en arrière, vous avez une couche qui est là, donc couche 1, couche 2, donc N gamma est là. Donc cette couche-là, hein, c'est deux couches donc, de sol, de résistance décroissante du haut vers le bas. Donc quand vous avez cette situation-là, donc voilà, quelle que soit, hein, la profondeur, le rapport entre H1 sur B, en ce moment, vous avez la possibilité de calculer la capacité portante ultime. Donc ici, N gamma étoile qui est là, je reviens en arrière, voilà, N gamma étoile. C'est toujours fonction de l'angle de frottement interne du sol, phi, mais évidemment en fonction du rapport, hein, H1 sur B. En fonction du rapport H1 sur B, donc vous projetez sur la courbe correspondant à l'angle de frottement interne, hein, voulu, en ce moment, vous cherchez ici maintenant la valeur de N gamma étoile. Alors, par contre, il y a une autre situation, c'est la présence d'un substratum rigide. C'est-à-dire que parfois, vous posez des semelles sur un terrain rocheux. Hein? Vous prenez, vous avez un substratum rocheux. Il peut arriver à Dakar, dans certaines zones, au niveau des Mamelles par exemple, où il y a beaucoup de coulées de basalte. Il se peut que vous posez la semelle directement sur la roche. La fondation est ancrée ici, non, peut-être pas même dans la roche, mais en tout cas, après la couche superficielle, vous avez la roche. Alors, il peut s'agir d'une couche donc, sableuse, hein, une couche donc, de sol sableux, comme il peut s'agir donc d'une couche de sol constituée d'argile saturée. En ce moment, ce qui change ici, c'est qu'en profondeur, vous avez donc le toit donc, de la roche. Alors, la fondation, voilà, le cas qu'on donne ici, c'est lorsque la fondation est ancrée dans une couche d'argile saturée d'épaisseur H, limitée par rapport à la largeur B de la semelle, et la contrainte de rupture de la semelle voilà, continue se déduit donc de cette expression-là. Donc, Q ultime égale à Q0 plus C, N étoile C. Donc, ici, N étoile C dépend du rapport B sur H et du contact, hein, rugueux entre la fondation, rugueux ou non, lisse ou rugueux, hein, entre la fondation et le sol. Voilà, les valeurs de NC
étoiles, comme on a donné tout à l'heure, qui sont là, NC étoiles. Je reviens. Donc ici, NC étoile est là en fonction. Donc il y a deux types de surface. Si l'interface est lisse, si l'interface est rugueuse. En fonction de la nature de l'interface et du rapport B sur H, vous trouvez donc la valeur de NC à utiliser donc dans le calcul donc de la contrainte Q ultime. Donc Q ultime, c'est Q0 plus CNC. Voilà le schéma qui vous illustre bien ça. Vous avez vu ici la semelle qui est là, encassée à une profondeur D. La semelle a une largeur L. Et ici, vous avez un terrain qui est là, de poids volumique différent de 0, donc de frottement différent de 0 et de cohésion différent de 0. En ce moment, donc c'est le terrain qui est argileux ici. C'est un terrain dont la cohésion non nulle, c'est un terrain qui contient une forte proportion en argile. Donc, si vous voyez ici, mais en profondeur, il y a le substratum. Donc, attention quand vous faites des fondations à Dakar, autour des mamelles, pointe, fan, etc., point E, où il y a beaucoup de coulées volcaniques. Donc, une fois que vous dépassez les terrains superficiels, vous pouvez tomber sur des terrains qui sont rocheux. Et donc, le substratum rocheux, la présence de ce substratum rocheux va impacter évidemment la fondation, justement en fonction de sa distance, de la distance entre la base de la semelle et le toit du substratum. Donc, voilà, c'est des cas parfois qui sont un peu difficiles que vous rencontrez.